dans votre émission Science et Civilisation, Marhaban bikoum fi barnamajikum hada, ilm wa hadara. Nous allons aujourd'hui explorer le domaine de l'agriculture, de la bio-agriculture. Madame Mhada, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Madame Manel Mhada, vous êtes ici dans cette université UM6P aujourd'hui, mais vous avez un parcours qui, comme tous les chercheurs, suppose beaucoup de déplacements. Donc, avant d'atterrir ici et avant de parler de vos recherches, parlez-nous de votre parcours pour que les gens puissent incarner la science. Aujourd'hui, la science s'appelle Manel Mhada dans cette émission Science et Civilisation. Merci professeur pour votre accueil. Mon parcours, il est très ordinaire. C'est le parcours d'une jeune Marocaine. C'est ce que disent tous les gens humbles. Mon parcours est ordinaire. Très ordinaire. J'ai fait mes études au Maroc, primaire, secondaire et aussi l'université. J'ai eu l'honneur de parcourir plusieurs écoles. Et ce qui m'a aidé à avoir plusieurs, ce qui m'a ouvert les portes de cette université. Donc j'ai commencé... Votre thèse, vous l'avez faite à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. À l'Institut de Hassan II, oui. Très célèbre cet institut, effectivement. Mes études fondamentales de biologie, je les ai faites à l'Université Qadaïad, à la Faculté des sciences Melalia. À Marrakech, pas loin d'ici. Oui. D'accord. Et après, vous avez rejoint l'Institut... L'Institut pour faire un master et une thèse. Un master et une thèse. Et oui. Votre thèse portait sur... quelque chose qui est devenu pour vous un paradigme de recherche, un modèle de recherche. Recherche et de vie aussi. Et de vie, exactement, un mode de vie. Oui, c'est le on va dire le nom, oui, le quinoa. Oui, le quinoa, cette plante si particulière dont on parlera dans un instant. Mais avant cela, après votre thèse, donc à l'Institut vétérinaire Hassan II et d'agronomie, vous avez rejoint pour un postdoc. Oui, mais... qui s'est passé ici peut-être? Oui, à l'université, mais avant ça, j'aimerais souligner un point qui est très intéressant, ce qui m'a ouvert la grande porte de l'université, c'est que durant la préparation de ma thèse doctorat, j'ai essayé de faire autre chose, et c'est grâce aux activités extracurriculaires que j'ai eues à l'IRV Hassan II, j'ai entrepris. J'ai un petit peu franchi ma zone de confort et j'ai co-créé une entreprise de production de quinoa. Et c'est grâce à cette action, grâce à cette entreprise que j'ai pu rejoindre l'université en tant que chercheur. Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'au lieu de vous éloigner de la recherche, l'entreprise, la start-up que vous avez créée, eh bien vous a au contraire rapprocher de la recherche. Et je crois que vous faites partie de ces jeunes chercheurs qui brisent complètement le tabou selon lequel soit on est dans la recherche, soit on est dans l'entreprise. Et c'est à partir même de l'entreprise que vous avez continué votre propre recherche parce que les besoins se sont fait sentir au sein même de votre entreprise pour qu'il y ait un meilleur bénéfice de vos activités entrepreneuriales, il faut passer par la case recherche. Exactement. Comme vous savez, la recherche et développement, elle est trop chère. Et durant mon parcours entrepreneurial, j'ai soulevé plusieurs points. Soit des critères de choix du consommateur qui sont très précis, soit le besoin du marché auquel j'ai pu répondre grâce à la recherche, grâce au laboratoire et le champ. Oui, c'est cela. Et c'est pour cela que vous avez tenu aujourd'hui à parler de cette phase entrepreneuriale qui se continue, nous y reviendrons, et qui précède
le moment où vous avez été postdoctorante ici à l'université, où vous avez eu le souffle de la recherche. Exactement. Pour donner un nouvel oxygène à votre entreprise. Exactement. C'est à travers le laboratoire ici à l'université que je réponds aux besoins du client en termes de calibre de graines, en termes de douceur de la graine et aussi de diversifier les cultures et de diversifier l'utilisation du quinoa. Alors précisément, entrons maintenant dans le domaine de la graine. Oui. Entrons dans votre recherche. Donc, vous avez entrepris une recherche sur le quinoa. Oui. Et c'est une graine dont vous allez beaucoup nous parler. Et dans ce cadre-là, vous avez développé, alors peut-être au sein de ce laboratoire, vous allez nous le dire, mais bien sûr au niveau de votre start-up, tout un écosystème du quinoa. Exactement. C'est un écosystème qui est pluridisciplinaire, qui comprend à la fois les sciences des plantes et aussi les sciences des matériaux, et aussi les sciences, les computer sciences, et aussi beaucoup de disciplines qui sont autour de cette culture, parce que tout simplement, on ne peut pas juste l'étudier de la partie plant sciences, mais il y a plusieurs aspects qu'on peut traiter. C'est une culture introduite au Maroc dans l'an 2000. Depuis, elle s'est surtout développée en Amérique centrale. Elle est dans l'Amérique latine. Son centre d'origine, c'est le Pérou, le Chili, la Bolivie. On trouve Mexique aussi. Le Mexique aussi. Il y a aussi des génotypes au niveau de l'Argentine. Et elle a été introduite au Maroc quand ? À travers la recherche. À travers la recherche. Oui, à travers la recherche en 1999. Exactement. Oui. Les premiers tests ont eu lieu dans la région de Khnefra. Grâce à des travaux de collaboration entre l'IAV Hassan II et des universités américaines que j'ai eu la chance de visiter lors de la préparation de ma thèse. C'est Brigham Young University, dans laquelle j'ai passé 3 mois à étudier la diversité du quinoa, à parler à plusieurs Boliviens qui étaient sur l'université, à échanger avec eux, à partager, à absorber leur passion de ces sculptures, de l'histoire derrière et aussi de toutes les petites histoires qu'ils racontent autour de cette plante au niveau de leur pays d'origine. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une plante qui est tellement insérée dans leur mode de vie qu'elle est dotée de beaucoup de, comment dirais-je, de couleurs culturelles et que vous avez transposées ici. Et vous avez contribué à la développer, bien qu'elle ait été introduite donc là, mais maintenant il y a plus d'une vingtaine d'années. Oui. Et donc vous parlez des États-Unis. Je crois que vous avez été aussi au Royaume-Uni. Oui, durant mon parcours de postdoc et aussi de chercheur ici à l'université Mohamed VI, j'ai eu la chance de travailler en collaboration avec de grands instituts de recherche. Récemment, on a visité le Rothamsted Research Institute au Royaume-Uni. Donc, c'est un institut de recherche qui est dédié à l'étude du blé. Et j'ai visité l'équipe qui fait des études sur le phénotypage, l'étude des caractéristiques phénotypiques de la plante, tout ce qui apparaît de la plante, sa réponse au stress, sa réponse aux fertilisants. Et c'est ce qui est impressionnant chez la plante, c'est cette faculté à communiquer, à exprimer ce dont elle a besoin. Et nous, en tant que chercheurs, on n'a qu'à dévoiler cette révéler comme en photographie. Oui. La faire parler, la comprendre. La faire parler, à travers les nouvelles technologies. Donc c'était ça l'objectif, oui, c'est de voir les avancées technologiques en termes d'imagerie et en termes d'analyse d'images. Ça, c'est l'apport effectivement de votre séjour au Royaume-Uni. Oui. Si nous revenons ici au Maroc, vous avez pris appui sur cette graine plante, quinoa, pour réfléchir sur la manière de mieux fertiliser les sols, sur la manière de mieux utiliser, de minimiser l'usage des pesticides. Pouvez-vous nous parler de cette expérience-là ? Oui, comme j'ai dit, en travaillant sur le quinoa, j'étais très consciente depuis que j'ai rejoint l'université que la pluridisciplinarité, c'est une force. La diversité dans les équipes de recherche est une force. Donc, j'ai un petit peu franchi encore une fois une petite
zone de confort et j'ai commencé à explorer le domaine des sciences des matériaux et comment ils peuvent répondre à des problématiques que nous, les chercheurs en agronomie, on reste un petit peu bloqués, on ne trouve pas les moyens pour y répondre. Donc j'ai travaillé dans le cadre d'un projet de collaboration avec l'université MIT, l'Institut MIT aux États-Unis, et grâce à cette collaboration, on a fait le design d'un non-robot qui est biodégradable et qui contient des biofertilisants, qui peut contenir la quantité exacte de nutriments dont la plante a besoin. Et précisément, en allant vers c'est ça qui est intéressant, plus on développe ces technologies, plus on peut répondre au seuil écologique qui est le nôtre aujourd'hui, pour un meilleur confort bien sûr pour la plante, mais surtout pour, comme je le disais, minimiser l'usage des pesticides par cette enveloppe que vous avez décrite qui protège et nourrit précisément la plante. Alors vous avez, c'est intéressant, à 2 reprises vous avez dit que vous avez franchi des barrières, la barrière de l'entreprise. Vous avez aussi franchi une autre barrière, c'est d'aller directement parler aux agriculteurs et d'introduire de l'innovation auprès d'eux, parce que souvent ils sont rétifs, ils utilisent leurs savoirs locaux et n'ont pas toujours eu accès à toute la mobilité dont vous avez parlé. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette expérience avec les agriculteurs? Oui, c'est une expérience très enrichissante sur le plan recherche et sur le plan humain aussi. C'est ce retour vers les vrais challenges qui existent, les vrais défis qui existent au Maroc, qui sont non seulement liés à la sécheresse ou à la salinisation des terrains agricoles, mais aussi liés à je vais dire, c'est de la part des chercheurs. On n'a pas fait notre part pour faire aboutir la science aux agriculteurs. On a la valorisation de la science. La valorisation de la science auprès des agriculteurs. Ça, c'est magnifique. On n'a pas fourni beaucoup d'efforts, mais récemment, grâce au dernier plan qu'a connu le Maroc, et spécialement le Green Generation, donc on a mis le facteur humain au centre, on a mis l'agriculteur au centre. C'est à lui que doit venir l'information scientifique. On doit la vulgariser, on va la rendre accessible, non seulement par l'outil technologique, par exemple, lui envoyer un SMS contenant la température, la pluviométrie, mais aussi lui parler comme un chercheur. Lui aussi, il est un chercheur. Lui parler des nouvelles variétés, des nouvelles technologies, lui ramener ce qui se fait à l'extérieur du Maroc, à l'étranger, lui ramener ces informations. L'agriculteur aussi, il mérite cet investissement. Mais c'est très important, et aussi ce qui est essentiel dans votre recherche, c'est que vous y arrivez avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas simplement la science qui descend ou la technique qui descend auprès des agriculteurs, c'est aussi une réciprocité, savoir retenir d'eux ce qu'ils ont sédimenté pendant plusieurs siècles. Il y a ce que l'on appelle les savoirs locaux. Et vous dites, il faut aussi bénéficier de ces savoirs locaux pour nourrir la science et la technologie de leurs propres pratiques. C'est dans les deux sens. Et vous savez, aujourd'hui, il y a un grand enjeu sur les savoirs locaux. Il y a une érosion des savoirs locaux. Ils se perdent. Ils sont peu transmissibles. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on assiste à une double érosion. L'érosion des savoirs locaux et l'érosion de la biodiversité. Et vos recherches sont précisément pour éviter les deux érosions. À la fois, on écoute les acteurs locaux et à la fois, on soulage cette planète qui souffre tant de ce que vous avez dit, la sécheresse, le caractère salin des terres, etc. Et c'est grâce à la biodiversité des plantes et de tous les êtres vivants qu'on va recréer cet équilibre. Oui. Donc qui manque beaucoup. Qui manque beaucoup. Oui. Et avec ces agriculteurs, ce qui me touche beaucoup dans votre pratique, c'est que vous prenez le temps. Et ça, c'est éthique. C'est une démarche éthique. Vous savez, moi, je suis très engagé dans les questions d'éthique de la recherche et d'éthique médicale. Mais vous prenez le temps
de les écouter, vous prenez le temps de partager un repas avec eux, vous prenez le temps de... et parce que c'est en prenant le temps que ces savoirs peuvent émerger, qui vont pouvoir dire à bâton rompu tel ou tel point important. Oui, la première chose, c'est la confiance. Et la confiance, ici, dans le domaine rural, on commence par le partage de la nourriture, le partage du sel, le partage du sucre. Donc c'est quelque chose qui est ancré dans nos traditions, mais elle a du sens. Mais bien évidemment. En partageant le même lieu, le même repas avec eux, ça leur permet de s'ouvrir vers nous, d'ouvrir leur cœur et aussi de faire confiance à nous. La confiance est majeure. Donc, toute l'éthique de la recherche, vous l'appliquez pratiquement, c'est ça ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire que votre recherche, elle est à la fois dans ce pont avec l'entreprise et dans ce pont avec les acteurs locaux. Justement, revenons à cette planète qui souffre. Vous êtes dans ce domaine de l'agriculture, vous êtes dans ce domaine de la bioagriculture. Comment le quinoa, on va revenir à cette plante si majeure, comment le quinoa permet de faire face au stress hydrique, comment cette plante et peut-être d'autres, les téléspectateurs seraient intéressés de savoir les autres plantes voisines ou graines qui permettent d'avoir des plantes qui répondent à ce stress hydrique. Comment cela se passe? Oui. J'aimerais bien revenir sur quelques chiffres qui sont marquants. Il y a presque 400 000 plantes qui sont décrites et observées autour du globe. Et dans ces 400 000, on a 600 000 qui ont un usage culinaire. Et malheureusement, seulement 9 constitue 66% de notre apport 9 sur combien? 9 sur 6 000. Oh là là, 6 000, et le plus oui. intéressant, c'est que seulement 3 qui constituent plus que 40% de notre apport en calories. Ah. Et qui sont malheureusement, ces 3, ils sont très vulnérables au changement climatique. Ils sont le blé, le riz et le maïs. Ah. Et malheureusement, ce sont les plus impactés par les changements climatiques. Et imaginons un système dans lequel on introduit d'autres espèces, notamment le quinoa, le millet, le sorgho, l'orge, le blé dur. Donc imaginez ce système et aussi d'autres cultures qui sont originaires des pays tropicaux. Donc imaginez des systèmes de culture qui sont diversifiés. Il y aura moins de chocs. Exactement. Donc, peut-être le message que j'aimerais soulever, c'est cette diversité qui va nous aider à... Ah oui, de 400 000 plantes existantes à 6 000 en usage à 9 en... 66% qui sont cultivés, de terrains cultivés avec seulement 9 cultures, et que 3 qui constituent... 3 qui sont les plus vulnérables. Donc il est temps de changer complètement nos habitudes alimentaires, nos habitudes de culture, d'agriculture. Et vous avez prononcé un mot très important, l'imagination. Il y a un déficit d'imagination. La recherche est là pour faire des expériences de pensée. Et faire de les traduire précisément comme vous le faites si bien. Alors le quinoa, il n'est pas tellement demandeur d'eau, c'est ça? Oui, c'est l'une des raisons pour laquelle on a introduit le quinoa dans la région d'Arhamna, c'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. C'est presque 300 mm par an et sa culture elle est étalée sur 6 mois. Donc c'est avec une irrigation localisée, moins consommatrice en eau, on peut produire, on peut avoir une bonne production et on peut répondre aux besoins du consommateur en termes de quantité et de qualité. Ah oui. Et il y a maintenant peut-être le message à passer, on a commencé à le passer depuis tout à l'heure, c'est le changement de régime alimentaire. En réalité, revenons tout à l'heure, on a parlé de l'agriculteur. Quand on interroge les agriculteurs et eux-mêmes dans leur mémoire ancestrale, le Maroc n'était pas tellement consommateur de viande. Pourquoi ce désir aujourd'hui de tant consommer les viandes? La viande était quelque chose
festif, lié à des cérémonies, etc. Donc peut-être que le changement alimentaire peut se faire assez facilement si on remobilise notre mémoire ancestrale qui n'était pas orientée uniquement sur l'élevage de ces éléments si consommateurs de tout finalement et si destructeurs de la planète. Oui, des fois je réfléchis à une chose, si on revient juste aux proportions qui existent dans un plat de couscous. Oui. Donc c'est extraordinaire ce qu'on peut ressortir de là. Oui. Donc on trouve plus que 75% de céréales. C'est vrai. Et ça sera préférable que ce soit un céréal qui est complet, du blé dur complet, de l'orge, peut-être des mélanges entre les deux. Un apport en fibres et de minéraux si on ajoute les légumes. Et un apport protéique petit de viande. Et si on le calcule, ça ne va pas dépasser le 1/4. C'est ça. Donc imaginez, le système est clair, il est là. Le système est là, il faut juste lui apporter des variantes. Des variantes qui sont nouvelles et aussi l'ouvrir à de nouvelles, par exemple comme le quinoa, comme le millet. Oui. Donc, un couscous de quinoa est tout à fait envisageable. Oui, un mélange quinoa-blé, quinoa-orge. Commencer par faire le mélange, effectivement. L'hybridation est dans tous les sens du terme, aussi bien naturel que culturel, quelque chose de très très important. Et je pense que les gens sont assez sensibles maintenant à la nécessité de ces changements, d'autant plus que ce sont des changements qui apportent beaucoup d'agréments. Je veux dire, le quinoa est très apprécié. Vos étudiants, bien sûr, vous les sensibilisez à vos propres recherches, mais je sais que vous encadrez des travaux qui sont très diversifiés, eux aussi. Sur quoi travaillent vos étudiants aujourd'hui ? Oui, j'aime dire mes étudiants, mais ils ne sont pas mes étudiants, sont mes amis en fait. Des collaborateurs. Des collaborateurs, sont des personnes avec qui je partage beaucoup de... Je partage ma vie en fait, c'est avec eux. J'essaye pas de les influencer, mais j'essaye de vivre avec eux leurs recherches, de vivre avec eux leur mode, la manière avec laquelle ils souhaitent faire la recherche. Donc j'aime bien leur ouvrir c'est vrai, on peut les orienter vers un sujet de recherche, mais voir leur manière avec laquelle ils vont traiter ce sujet. Tout est dans la manière tout autant que dans la matière. Aussi, oui, c'est vrai. Mais la manière, c'est très important. Parce que la majorité des idées innovantes que j'ai eues jusqu'à présent, ils viennent, une fois j'interagis avec ces étudiants. Oui. Donc, ils sont non seulement dans le département agrobiosciences, ils sont dans d'autres départements, loin de mon champ d'expertise, et j'apprends beaucoup d'eux. Mais l'interaction, c'est le sens même de l'esprit. L'esprit est une interaction, l'esprit est un oxygène partagé. Leurs recherches, et ce sont des recherches qui ont des points d'application ici dans la région. Oui. Comment ça se passe? Donc chaque stage ou travail de thèse ou de master, il s'inscrit dans un projet de recherche. Oui. Donc il y a une thématique globale. Et généralement, on travaille sur une thématique à application directe. Donc c'est de la recherche appliquée. Par exemple, je peux même citer le travail de recherche d'une doctorante, Khadija El-Hazam. Elle travaille sur la valorisation des résidus, on ne va pas dire les déchets, des résidus de quinoa. Les mots sont importants. Oui, parce qu'il n'y a pas de déchets finalement. Non. Donc des résidus de quinoa. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle produit, des produits à base de ces résidus, notamment la valorisation des saponés, la valorisation de la tige du quinoa, de la feuille. Donc elle essaye un petit peu de tout utiliser. Donc ça, des éléments de fertilisation pour des fertilisations, pour des fins de fertilisation. Donc c'est l'une des thèses que je suis avec beaucoup de patience. De passion. Et de passion, oui. Il va bientôt soutenir et c'est un grand honneur pour moi. C'est comme un enfantement. Oui, c'est vrai. Quand mes propres étudiants arrivent à soutenance, c'est vrai que c'est un enfantement que l'on suit de très près. C'est les grands bonheurs de la recherche, mais aussi la responsabilité. D'emblée, vous êtes
de plein pied avec toute l'éthique de la recherche. Depuis tout à l'heure que je vous écoute, l'éthique, on écoute tous ses partenaires, on interagit avec ses partenaires, on valorise les savoirs locaux pour une meilleure hybridation avec les nouvelles technologies. On lutte contre les inerties locales pour que l'innovation arrive petit à petit précisément à s'étendre au bénéfice de tous. Et puis, ce souci de la planète aujourd'hui. Alors justement, vous savez que notre continent africain et plus largement notre terre souffre des monocultures intensives, souffre des déforestations massives. Alors justement, quel message auriez-vous, parce que c'est une émission, comme vous le savez, Sciences et Civilisation, quel message auriez-vous pour que l'on puisse justement alerter le citoyen, la citoyenne, les alerter sur ces questions finalement de désastre de notre planète si vulnérable. Vous avez prononcé le mot de vulnérabilité tout à l'heure. Autour, je cite juste la déforestation et la monoculture, mais peut-être qu'il y a d'autres désastres sur lesquels vous voulez attirer l'attention. Oui, la monoculture, c'est un désastre, c'est vrai, très... peut-être c'est l'une des causes déjà majeures. Ah oui. Mais aussi, j'aimerais souligner l'utilisation rationnelle de l'eau, d'irrigation. Très important. Plus que 80% de l'eau, elle est utilisée dans l'agriculture. 80% au Maroc. Oui. Au Maroc. C'est un grand chiffre. Et donc il faut absolument l'utiliser avec rationalité. Utiliser des cultures qui consomment moins d'eau. Oui. Appliquer. Peut-être on peut imaginer un design de système de culture par région. Oui. On n'a pas besoin d'étendre la même culture utiliser la même variété partout, utiliser le même fourrage partout. Non, on peut diversifier par région, s'adapter aux écosystèmes locaux. C'est très important. À la forêt, à s'adapter à la haute altitude, au milieu, je vais dire, s'adapter à tous les écosystèmes. C'est ça. Parce que déjà, le fait de s'adapter, ça nous permet déjà de découvrir ce qu'il y a dans les systèmes et le mettre en valeur. C'est cela. Sur ces magnifiques paroles, ce magnifique message, je vous remercie encore beaucoup, Madame Manal Mehada. C'était un grand plaisir de vous parler, un grand plaisir de partager avec vous vos intérêts, votre passion. Vous êtes si jeune et déjà si accompli dans votre domaine. Merci beaucoup. Merci chères téléspectatrices, merci chers téléspectateurs. Et je vous dis à une prochaine séance, Inch'Allah.